Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Comme vous le savez, la semaine reste dominée notamment par la célébration de la date du 17 mai qui était donc au sommet pays en République démocratique du Congo. La vie chère continue de faire parler plus d'un, mais aussi la situation dans la partie est de la RDC continue d'inquiéter plusieurs Congolais. Alors, pour ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le président de l'Association africaine de droits de l'homme, Azado, Maître Jean-Claude Katende. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Info 7. Je vous remercie, merci. Alors, comment se porte l'Azado? Comme vous le savez, l'Azado, c'est une organisation de défense des droits de l'homme qui est au Congo depuis 1991. Ça fait plus de 30 ans que nous travaillons sur cette question. Et la vie de l'Azado dépend aussi de la situation des droits de l'homme, la situation de la démocratie en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans notre pays affecte aussi l'Azado. Mais globalement, l'organisation se porte très bien. Alors, vous avez parlé du droit de l'homme en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi commence son mandat. Le droit de l'homme, ça va? Il faut dire que la venue du président Tshisekedi à la tête du pays avait suscité beaucoup d'espoir. Non seulement avait suscité beaucoup d'espoir, non seulement pour les Congolais de manière générale, mais de manière particulière pour les défenseurs des droits humains. Et à l'époque, les signaux qui ont été donnés donnaient l'impression que les choses allaient dans la bonne direction. Alors on remonte là, au premier mandat de Félix Tshisekedi 2018. Exactement. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte que ce que nous espérions, ce n'est pas ce que nous vivions. L'espoir s'envolait. Exactement. Et aujourd'hui, on peut dire que globalement, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo n'est pas très bonne. Alors, où se situent les problèmes? Est-ce que le problème de Félix Tshisekedi, le problème d'homme, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a déçu? Je pense que les problèmes de gouvernance en République démocratique du Congo concernent à la fois les dirigeants, mais concernent aussi à la fois les citoyens que nous sommes. Parce que vous savez bien que la Constitution de la République démocratique du Congo fait du citoyen le souverain primaire. Ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir de donner le pouvoir à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et que donc, en donnant le pouvoir, ce n'est pas notre seul travail. Nous devons être quand même aussi capables de surveiller ceux qui nous dirigent. Et c'est à ce niveau-là que les problèmes se posent, parce que nous ne sommes pas capables de les surveiller. Et moi, je considère personnellement que tout dirigeant politique, qu'il soit un ange ou qu'il soit le diable, tant qu'il n'est pas surveillé par le peuple, il va déconner. Et maintenant, ça c'est notre responsabilité en tant que citoyens, mais les dirigeants qui sont là aujourd'hui, en commençant par le président Tshisekedi, le gouvernement ainsi que les autres, ont un problème sérieux. Et lesquels? Quel problème? Ces problèmes se situent au niveau où, et comme nous sommes affectés par les mêmes tares. Et encore plus pour eux qui ont accepté de prendre la direction du pays, c'est notamment l'égoïsme. Les gens pensent principalement à eux-mêmes et à leur famille. Intérêt personnel d'abord. Exactement. Deuxièmement, c'est la corruption. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les corrompus et les corrupteurs ne se cachent même pas. Les gens ont ce courage. Ce qui n'était pas le cas hier. Avant. Bon, il faut dire que hier, c'est vrai que nous étions dans le contexte où les gens n'avaient pas trop de liberté pour parler, pour s'exprimer sur certaines questions, et donc il y a des questions qui étaient considérées comme tabous. Et aujourd'hui,
Il y a la liberté d'expression. Bon, je dirais tout simplement qu'avec le développement des médias sociaux, qui sont devenus aujourd'hui démocratisés, on a donné la parole à tout le monde. Aujourd'hui, pour diffuser une information, on n'a pas nécessairement besoin d'être journaliste. Mais il y a eu quand même cette loi sur le numérique. Elle n'a servi à rien, maître. Non, mais je pense que la loi va servir à quelque chose. Mais il ne faut pas que cette loi amène les citoyens dans la situation où ils ne peuvent pas participer à la gouvernance du pays. Ça, c'est très important. Parce que si les citoyens ne participent pas à la gouvernance du pays, ils ne sont pas capables de s'exprimer de manière claire sur les questions qui les concernent. Ça va être une entorse à la démocratie. Et c'est pour ça que j'ai toujours estimé personnellement que les dirigeants politiques doivent savoir que s'ils s'occupent des questions qui concernent leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, les citoyens n'ont pas le droit d'intervenir. Mais si un dirigeant politique prend la parole, s'exprime sur les questions qui concernent le pays, les citoyens... C'est l'affaire de tout le monde. Absolument, parce qu'en fait, ces discours nous affectent. Ces décisions qu'ils prennent affectent nos vies. Et si nos vies sont affectées, nous avons le droit de dire si nous sommes satisfaits ou si nous ne sommes pas satisfaits. Et en ce moment-là, il ne faut pas qu'on considère que c'est quelque chose de grave pour les citoyens. D'ailleurs, c'est que nous faisons, nous ne donnons que des opinions. Pourquoi on peut inquiéter quelqu'un qui donne une opinion? Il faut insister seulement sur le fait qu'il ne faut pas insulter les gens. On peut s'exprimer, dire tout ce qu'on veut, mais il faut éviter d'insulter les autres, quelle que soit leur position, quel que soit ce qu'ils disent. Nous devons discuter en fait dans le respect mutuel. Alors, maître Jean-Claude, vous avez insisté sur cette corruption. Félix Antoine Tshisekedi, à son avènement à la tête de la RDC, c'était son cheval de bataille. Un échec aujourd'hui, après 5 ans. Total. Et comment alors? Un échec total. D'abord, c'est en partant de discours, n'est-ce pas, qui sont tenus par le président lui-même. N'oubliez pas qu'au début il avait créé une structure de lutte contre la corruption. Exactement, mais il faut d'abord rappeler qu'au début de son mandat, revenant sur l'affaire de 100 millions de dollars ou 150 millions de dollars qui concernait la décote pétrolière, le président de la République avait dit quelque chose de grave. Et c'était quoi? Il avait dit quoi? Les rétrocommissions étaient admises en République démocratique du Congo et qu'on les considérait comme... il avait dit que c'était un fait normal. Oui. Presque institutionnalisé, on dirait. Oui, les rétrocommissions sont interdites, sont une infraction. Mais en RDC, c'est le numéro 1 qu'il avait dit. Oui, mais si le président de la République dit quelque chose de pareil, c'est extrêmement grave. Ça veut dire en d'autres termes que toute personne qui s'adonnerait à cette pratique qui est interdite ne se verrait pas poursuivie par la loi de la République. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui? C'est dans ça que nous sommes, mais je pense aussi qu'il faut, au-delà du président de la République, voir les membres de son parti. Vous avez suivi dernièrement que M. L'affaire des véhicules, à la veille des élections de gouverneur, vice-gouverneur et sénateur. Exactement. Et que quelqu'un d'aussi important comme M. Augustin Kabouya dise que c'était une motivation, alors que tous nous savons que c'est de la corruption. Et nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, nous avions demandé au procureur général près la Cour de cassation de faire enquêter sur cette affaire, parce que si c'était une motivation, pourquoi on l'a donné à la veille de cette élection? Ça, c'est la première question. Il n'est pas libre de donner des cadeaux quand il veut. Non, il faut quand même comprendre que les députés ne sont pas obligés d'obéir au mot d'ordre de leur parti. Et que les mettre dans une situation où on vous donne une Jeep de 80 000 $, c'est quand même une contrainte. Parce que lui-même avait dit... Et des véhicules qui vont rouler où? Voilà. Dans une province qui n'a presque pas d'infrastructure. Mais d'abord, le problème le plus important, c'est que c'est une contrainte. En fait, les députés perdent
la liberté qu'il a d'élire ou de ne pas élire telle ou telle autre personne. Une dette morale. Une dette morale. Et voir que c'est le parti qui a toujours milité contre les antivaleurs se retrouve dans cette situation-là. Voyez-vous? La deuxième question qu'il faut se poser. Mais ça, c'est votre lecture, maître. Mais Augustin Kabouya a pris plusieurs fois la parole pour dire que ça n'a rien à voir avec la corruption. Et il est en train de se préparer même pour donner de brevets à ses députés qui, selon lui, ont résisté à la corruption. Oui, mais c'est tout simplement pour calmer sa conscience qui n'est pas tranquille. Ah, la conscience d'Augustin Kabouya n'est pas tranquille. N'est pas du tout tranquille. Et c'est pour ça que nous avons dit, comme nous avons une interprétation différente de ce qui s'est passé, que la justice nous départage. Et si la justice ne se mêle pas? Non, mais la justice doit se mêler, parce qu'on ne peut pas assurer la lutte contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, seulement par des discours. Les discours, nous en avons eu beaucoup. Les promesses, nous les avons entendues énormément. Je pense que... Non réalisées ou quoi? Il y en a beaucoup qui n'ont pas été réalisés. Hein. Lesquels, par exemple? Il y en a beaucoup. Je prends, par exemple, la promesse qui avait été faite des bateaux qui devraient venir. On continue à raconter. Après 5 ans de pouvoir, on continue à dire que les bateaux sont en train de venir. Vous allez vous rappeler que le gouvernement avait décidé de fermer les ports privés. Les ports n'ont jamais été fermés. Donc, il y a autant... Mais on dit souvent que la parole du président de la République est sacrée. Non. Moi, je ne considère pas que... En fait, la parole de tout individu doit être sacrée. Et encore plus celle du président de la République. Et si c'est que le président dit n'est pas respecté? Mais il perd la confiance du peuple. Parce que la conséquence, elle est d'abord politique. C'est qu'on ne peut plus croire dans les promesses que le président de la République fait. Et le respect du président est dû notamment au fait qu'il dit quelque chose et la chose se réalise. Vous avez mentionné notamment la question liée à l'agence, l'APLC, l'agence de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, son mandat et son travail est mitigé. Et le président lui-même se plaint. Hein. À l'extérieur du pays, oui, il se plaint. Le président n'a pas le rôle de se plaindre. Le rôle du président, c'est de prendre des décisions. Que les personnes qui sont mises en cause dans les détournements des deniers publics, comme dans la corruption, soient mises devant la justice et que la justice examine leurs faits et les condamne. Parce que dans la lutte contre la corruption, il y a des choses importantes. C'est notamment la prévention. La prévention, c'est l'éducation du peuple à comprendre pourquoi la corruption, c'est quoi la corruption et quelles sont ses conséquences sur la vie sociale des Congolais. Mais aussi, c'est de prendre des sanctions positives et des sanctions négatives. Sanctions positives dans le sens que dans certaines administrations ici au Congo, il y a énormément de citoyens et de citoyennes congolais et congolaises qui ne sont pas impliqués dans la corruption, qu'on devrait en fait mettre sur l'estrade pour leur donner des prix pour leur conduite exemplaire. Et d'autres qui se comportent mal soient sanctionnés par la révocation et par la mise à la disposition. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Le 17 mai 1997, je me rappelle bien, c'est le jour où les forces de l'AFDEL avaient pris le pouvoir ici à Kinshasa, dans la capitale. Moi, je pense personnellement qu'il faille faire la relecture de l'histoire du pays parce que, avec la prise du pouvoir par M. Laurent Désiré Kabila et par les forces de l'AFDEL, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour ce pays, notamment quand nous parlons de l'insécurité à l'Est, les guerres. Et donc, à répétition, c'est l'AFDEL qui avait engendré le RCD, le CNDP et consorts, et aujourd'hui, le voyez-vous. Donc, moi, je pense qu'il faille faire la relecture
de l'histoire du Congo exactement, je pense qu'il faudra, et pas seulement pour le 17 mai, non, il y a aussi d'autres dates pour lesquelles le législateur devra, donc en tout cas, tabler sur ça pour voir comment revisiter l'histoire et donner une bonne signification. Parce que quand on dit, par exemple, que c'est pour se célébrer les militaires congolais, l'armée congolaise, les policiers congolais, ainsi de suite, pour moi, je pense à un habillage. Mais en fait, cette date rappelle les jours où l'AFDEL a pris le pouvoir dans ce pays. Or, l'AFDEL veut dire, effectivement, James Kabarebe, chef d'état-major général et des forces des armées congolaises. Ça nous rappelle donc les pères et du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, CNDP, M23 et consorts. Je pense que de ce côté-là, il y a une discussion. On devra donc procéder à la relecture de l'histoire par le Parlement congolais. Mike, Nani, maman a besoin d'un sio watoto image te. Awa, no to mono yoso ba biloko ya mino Kongo oyo. Ndengo mona awa ndaku. Maman azana se awa, ba tu azana se. Donc etala donc compliqué tisiko mino Kongo depuis ba kendaki tisiko bazo yate. Au cours de sa mission de travail au Lualaba, dépêché par le directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, professeur Dr Sandrine Moubengangalula, maître Marco Kouyou, directeur général adjoint, a visité la centrale de Lumbwe dans la périphérie de Fungurume d'une capacité de 2,4 MW, projet d'équipage énergie déjà en phase terminale qui n'attendent que la certification de l'ARE. Accompagné des conférenciers à Kolwezi, les DGA de l'ARE Marco Kouyou, sur place, a palpé du doigt à la réalité et a également souligné que son établissement a pour rôle de promouvoir les secteurs de l'électricité. Et la solvabilité de ce projet est passée devant nous, donc on a accompagné les promoteurs de ce projet devant les institutions financières qui se posaient des questions sur leur sérieux. Je pense que l'autorité de régulation est là pour promouvoir le secteur et c'est ce que l'on a fait avec Kipai Énergie. C'est ce que nous ferons avec toutes les autres sociétés qui auront besoin de notre soutien. Prenons la parole à son tour, Maître Pascal Chimbalanga, directeur de province au sein de l'ARE, précise que la présence du régulateur au Grand Katanga est celle d'accompagner le projet de l'électricité. Je pense que la présence du régulateur dans la partie du Grand Katanga, c'est d'accompagner ces projets afin de permettre à cet opérateur d'avoir un titre qui atteste la conformité des installations ainsi réalisées aux normes et standards applicables en République démocratique du Congo. Ruben Loabeya, directeur général de Leiding Building Katanga, s'est dit satisfait des résultats produits. C'est un projet qui montre comment est-ce que l'administration fonctionne en RDC. Bien sûr que l'ARE est une entité naissante, mais elle a prouvé beaucoup de son professionnalisme et nous sommes arrivés à un résultat satisfaisant. À savoir que la centrale de Lumbwe, dont les travaux de construction ont duré 8 mois, est implantée sur un terrain de 7 hectares sur lequel 4368 panneaux solaires sont installés. Ici est de signaler que ce projet est conçu, exécuté et financé par les Congolais. Maître Jean-Claude Katende, vous l'aviez certainement appris la semaine, cette citerne de l'entreprise Mino Congo qui est tombée sur une maison d'habitation. Mais la question que le Congolais se pose, comment expliquer qu'une usine soit implantée au cœur même des habitations? Et ce n'est pas seulement le cas, il y a d'un côté la situation des stations-service. Oui, je pense que le problème, ce n'est pas que l'usine soit implantée à côté des habitations. Et les problèmes se situent au niveau de quelles mesures il faut prendre pour que la présence de l'usine soit compatible avec la présence des citoyens. Nous allons de plus en plus vers un monde où la technologie nous permet
de faire un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles il y a 30 ans. La question qu'il faut se poser, est-ce que Mino Congo avait pris les mesures prescrites par le gouvernement pour que cette usine vive ou fonctionne à côté des citoyens? C'est là où il y a le problème. C'est pas aussi la responsabilité de l'État congolais de veiller au respect des normes? Et effectivement, il y a d'une part l'État congolais qui doit veiller. D'abord, le rôle de l'État, c'est qu'une usine ne peut pas s'implanter à un endroit sans l'autorisation de l'État. Mais il faut se poser toujours la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu des cas de corruption. Vous avez parlé aussi des stations d'essence. Il y en a qui sont même à côté des écoles. Il y en a qui cohabitent avec les citoyens à proximité de maisons d'habitation. Le problème, c'est de se poser, comme je disais, quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger et les stations dont on a besoin, mais aussi les citoyens qui sont à côté. Et là, dans la plupart des cas, les autorités qui sont en charge de donner ces autorisations ne regardent même pas à ce qu'il faut faire. Et elles ont besoin seulement d'argent. Et maintenant... Donc, elles prennent de l'argent et c'est fini? Oui, c'est fini. Parce que vous le voyez. Nous avons dénoncé à l'époque, dans la commune de Kalamo, des stations d'essence qui étaient construites à côté des écoles. Vous imaginez, déjà le fait pour les enfants, les tout petits enfants d'inhaler l'odeur de l'essence, ça a de l'impact sur leur constitution. Et ça, l'État congolais ne voit pas. Et ça, l'État ne voit pas. Maintenant, au-delà des autorisations, il y a le contrôle qui doit être permanent. Et est-ce que d'abord nous avons des gens intègres pour faire ce contrôle? Est-ce que les gens qui font faire le contrôle sont dans les conditions telles qu'ils ne peuvent pas accepter des cas de corruption? C'est là en fait le problème. Vous le voyez non seulement avec Mino Congo, mais quand vous allez dans les provinces où il y a beaucoup de sociétés minières, vous vous rendez compte que de plus en plus l'environnement est pollué, les eaux sont polluées. Et l'État ne prend pas les mesures conséquentes parce que chaque entreprise minière a au moins un parrain politique. Un parrain ah oui, politique. Et pour quelle finalité? Au niveau de Kinshasa ou au niveau des provinces, pour que même quand les citoyens font des revendications, que ces revendications soient étouffées. Donc, nous avons même vu une vidéo qui circulait dans le Haut-Katanga où les Congolais étaient en train de revendiquer, mais malheureusement, personne n'en a parlé. Moi, j'y vais régulièrement parce que un des travaux de l'Azado, c'est de suivre les cas de violation des droits de l'homme dans les secteurs des ressources naturelles, particulièrement dans les secteurs miniers. Il y a énormément de problèmes là-bas. Mais quand vous avez des dirigeants politiques qui sont inféodés aux opérateurs miniers, les résultats est celui-là. C'est qu'on ne prend pas en compte le fait de l'environnement. Je vous rappelle que moi, j'ai grandi au Katanga et que dans cette province-là, la GECAMIN avait dédié certaines zones qu'à la culture. Pas parce qu'il n'y avait pas de minerais, mais parce que l'agriculture était aussi importante pour nourrir. Elle est importante d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tout vendu. L'État congolais ou les individus ont vendu? Non, l'État congolais. L'État congolais a vendu. Qui octroie des carrés miniers. Donc, nous nous comportons moins que les Belges qui ont dirigé ce pays à l'époque. Nous sommes plus dangereux, nous, que les Belges. Les nationaux sont plus dangereux que les Belges. Exactement. Donc, il faudra que les Belges reviennent. Non, nous n'avons pas besoin des Belges. On a besoin des Congolais. Nous avons besoin des Congolais qui prennent conscience que quand on prend le pouvoir, ce n'est pas pour travailler pour ses propres intérêts, mais c'est pour travailler pour les citoyens. Vous voyez, M. Mandela disait, quand on accède au pouvoir et on commence à travailler pour des objectifs personnels ou familiaux, c'est immoral. Si vous voulez vous enrichir, il y a des secteurs où il faut s'enrichir, c'est d'aller dans les affaires. Mais alors qu'ailleurs, quand on voit les dirigeants, ce sont des esclaves de la population. Mais c'est parce que la population prend conscience. Il n'y a pas de plus grande armée au monde que la population. Vous voyez, si nous sommes ici à Kinshasa, on est à presque au-delà des 20 millions. Si nous nous décidons, nous disons, nous voulons qu'on nous donne de l'eau.
et que nous nous mobilisons. Et là encore, pas d'eau, pas de courant, mais à la fin du mois, le peuple congolais, le peuple quinois est appelé à payer ses factures. Mais c'est quand même des choses inacceptables. On ne peut pas concevoir que vous payez les factures de l'eau, de l'électricité, et vous n'avez pas l'électricité. Et même quand vous en avez, l'eau ou l'électricité, ce n'est pas l'électricité de qualité. Et le problème, c'est que nous acceptons ce genre de choses. Mais il y a des moyens. Je ne parle pas de la violence, parce que la démocratie exclut la violence. Nous avons des moyens démocratiques pour revendiquer nos droits. On ne peut pas concevoir que vous ayez des communes entières où il n'y a pas de courant. Les enfants étudient dans quelles conditions? Et avec ces fortes chaleurs, et observez, c'est bien temps, il n'y a pas d'eau. Donc l'État congolais est quelque part suicidaire, parce que ça peut conduire à des morts. Je peux même dire que l'État congolais travaille contre les intérêts de ses propres citoyens. Parce que l'État est présent que quand il faut récolter les taxes, quand il faut protéger ses droits. Mais quand il s'agit de prendre en charge ses propres citoyens, on sent que l'État est absent. Pas d'infrastructure en route, les Congolais se plaignent du comportement des roulages, et de l'autre côté, les autorités qui prennent des sens uniques avec leurs jurons phares, mais finalement, on a l'impression d'être dans Vous parliez tout à l'heure des promesses. Le président de la République, dans une réunion, avait demandé qu'on interdise aux autorités de conduire en sens inverse. Mais ils le font tous les jours. Ils les font tous les jours. Mais si maintenant dans un pays, lorsque le président parle, on ne respecte pas Maître Jean-Claude, cela renvoie à quoi? Non, ça veut dire que les ennemis du président sont ses propres collaborateurs. Parce que quand il a déjà compris cela. Quand le président dit quelque chose, il faut que ceux qui ont la charge de l'appliquer sur terrain le fassent. Et que le président lui-même ait le temps de faire évaluer la mise en application des décisions du gouvernement ou de ses propres décisions. Cela est important. Vous avez parlé des infrastructures ici. Il n'y a pas de route à Kinshasa. Mais vous allez vous rappeler que nous avons eu un projet de Kinshasa zéro trou. Mais chapeauté par le Premier ministre lui-même. Le problème, c'est que tous les projets qui sont mis en place, que ce soit à Kinshasa comme ailleurs, c'est en fait des opportunités pour des individus de détourner l'argent de l'État. Alors que la préoccupation devait être celle de construire des routes durables. Je peux vous dire que quand vous allez par exemple à Lubumbashi, vous allez trouver certaines avenues qui ont été construites par les Belges avant l'indépendance. On y roule encore dessus. Et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la charge de construire notre pays. Nous faisons des choses comme si nous étions des étrangers. Et comment voulez-vous que, dans un contexte pareil, les citoyens aient confiance dans les dirigeants qui les dirigent? Et c'est pour ça que je dis que la responsabilité est à la fois partagée par nous d'abord les citoyens, parce que c'est nous qui élisons les dirigeants. Et si nous les élisons, nous devons être capables de nous organiser pour les surveiller. Tout dirigeant qui n'est pas surveillé va déconner. Et comment y arriver alors à surveiller ces dirigeants? Non, mais il faut nous organiser. Vous parlez de cette organisation, de quelle façon? Oui, il faut nous organiser. Vous allez vous rappeler qu'en 2015, dans cette ville, l'Assemblée nationale avait décidé d'insérer dans la loi électorale une phrase qui conditionnait les élections par la réalisation du recensement. Ouais. Et quand la loi est allée au Sénat, il y a eu des troubles ici à Kinshasa. Et les autorités étaient obligées d'enlever cette partie, ces bouts de phrases dans la loi électorale. Mais pourquoi? Parce que le peuple avait compris que si nous allons sur cette voie-là, le régime de Kabila va s'auto-octroyer un autre mandat. Parce que tant que le recensement n'était pas fini, bon, les élections ne pouvaient pas être possibles.
Ça veut mais, dire... mais ce sont des initiatives que les associations de droits de l'homme, les associations qui militent pour le bien-être des Congolais effectivement, mais doivent prendre. Il faut comprendre que nous sommes dans un système où les politiciens ont clochardisé le peuple. Il suffit tout simplement que tu lances une initiative, même si elle est profitable à tous les citoyens, on va d'abord demander, mais M. Katendela, il est de quelle tribu? Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il a la haine ou la jalousie contre X ou Y? Et quand on déplace les débats de l'objectivité vers la subjectivité, les gens ne se mobilisent pas. Voyez-vous, les gens ne se mobilisent pas. Alors, avant de prendre ce deuxième dossier, Maître Jean-Claude, un mot aujourd'hui, Kinshasa a un nouveau gouverneur. Est-ce que vous voyez son profil d'une personne capable de relever le défi? La question que je me pose, c'est celle de savoir comment il est arrivé là-bas. Ah, vous n'avez pas encore compris comment il est arrivé. Les processus s'est passé comment? Il y a eu des cas de corruption. Alors, il n'inspire pas confiance? Déjà, quand la source, le point de départ est mauvais, la suite devient mauvaise. En fait, si le gouverneur était vraiment quelqu'un de droit, il devrait dire que l'organisation ne s'est pas bien passée et que je ne me vois pas diriger la ville avec une élection qui a été entachée de fraude, même de corruption. Mais est-ce que les gens sont capables de le faire? Voilà. C'est là la question aussi. Est-ce qu'il est capable de le faire? C'est ce profil-là dont on a besoin. Des gens capables de laisser de côté leurs propres intérêts pour respecter la procédure. Parce que si vous ne suivez pas une procédure régulière, vous n'allez pas arriver à des résultats réguliers. C'est ça en fait le problème. Et donc nous avons aujourd'hui des gens qui peuvent arriver au pouvoir même dans les conditions de corruption connues, de fraudes connues, et ils s'en réjouissent et il faut même des fêtes pour ça. Mais ça devrait être la honte. Mais c'est une coutume en RDC. Non, mais ça devrait... élevé, c'est la fête qui s'en suit. Il est important qu'à un moment donné, si nous aimons ce pays, que cela s'arrête. Alors, madame, messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Issu des Nord Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous est faite par nos adversaires, nos ennemis, eh bien, il maîtrise bien la situation de la sous-région et il sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Merci. C'est pas une rébellion? Comment? C'est pas une rébellion au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut se révéler, aux directives données par l'autorité suprême, la famille politique? On dit que la famille politique n'a qu'une seule autorité, c'est le président. Même pas le président. Ça dit que le président a remis de l'ordre dans sa famille politique. C'est dans ce sens-là que nous amenons la candidature pour le compte de la troisième force politique de la majorité présidente qui s'est élue, l'honorable Moussa Nyamwisi, qui représente pas seulement le peuple AAP et ses mosaïques, mais l'ensemble de la majorité, le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci. La nouvelle société civile congolaise dénonce la privatisation de l'État congolais dans la mise en place des institutions de la République centrées sur les critères amicaux, surtout familiaux, par le même figure qui ont mis le pays à genoux, devenu membre de l'Union sacrée, une sorte de blanchisserie du temps moderne. Pendant qu'une partie du pays est occupée par le Rwanda, ses supplétifs du M23 et consorts, le présidium de l'Union sacrée à Kinshasa s'affiche fièrement et publie des communiqués de leurs rencontres partisanes, comme si l'occupation du pays par les armées étrangères et l'échec de toutes les voies diplomatiques étaient le cadet de leurs soucis. Plus de 4 mois après l'investiture du chef de l'État, pendant qu'à l'est du pays, on parle de la balkanisation de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, le présidium de l'Union sacrée est plus préoccupé par la privatisation de l'État congolais
dans la mise en place des institutions de la République centrées sur les critères amicaux et principalement familiaux, avec le même figure décriée qui ont mis le pays à genoux, devenu désormais membre de l'Union sacrée, une sorte de blanchisserie des temps modernes. La situation chaotique socio-économique de la population est presque explosive, ayant perdu tout pouvoir d'achat, que dire de détournement des deniers publics en toute impunité, le slogan « Le peuple d'abord », cher au docteur Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, désormais devenu l'union sacrée des amis et familles d'abord. Décidément, le peuple congolais est pris en otage. Seule la lutte libère du ton. La mobilisation des forces vives de la nation devient impérative et incontournable. Enfin, la nouvelle société civile congolaise attire l'attention particulière du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il sera seul comptable de son bilan à la fin de son mandat, devant le peuple congolais. Les mêmes figures qui ont trahi le président Kabila hier, les mêmes en qui vous avez fait confiance aujourd'hui, ils vous nieront aussi demain comme ils l'ont fait avec le président Joseph Kabila. Toujours pas facile pour l'Union sacrée de la nation de mettre en place des désignés, un ticket qui met tout le monde d'accord. Une fois de plus, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale vient d'être reportée à une date ultérieure, une décision prise après la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la majorité, mais aussi les autorités morales, membres de l'Union sacrée de la nation. Maître Jean-Claude Katende, votre analyse de ce feuilleton que l'Union sacrée de la nation a présenté au peuple congolais, mais aussi à la face du monde? En fait, il est important de regarder la composition de l'Union sacrée. Vous allez remarquer que vous avez des personnes douteuses. Au sein de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, parce que les mêmes qui ont chanté pour le président Kabila sont les mêmes qui l'ont abandonné et qui ont couru vite vers le président Tshisekedi. Et accueilli à bras ouverts, là. Exactement, parce qu'il en avait besoin. Mais est-ce que c'est en fait un groupe de personnes qui se préoccupent de la situation du pays, de la situation des Congolais? C'est ça la grande question. Parce qu'en fait, on fait la politique pourquoi? On ne fait pas la politique pour s'enrichir. Mais c'est le cas en RDC. Oui, mais nous devons quitter cette situation où les gens pensent que faire la politique, c'est là qu'on a accès aux moyens financiers et matériels, et être du côté du peuple, c'est être dans l'enfer. Et aujourd'hui, tout le monde veut être politicien. Parce que là, ils ramassent facilement de l'argent. Et vous avez plus de 900 partis politiques. Et on continue à créer des partis politiques. Oui. Or, dans un pays, si on veut le développement d'un pays, on doit avoir plus d'entreprises que des partis politiques. Ce qui n'est pas le cas. Mais je suis content que le président de la République ait pris la mesure de la situation en convoquant tous ces membres de l'Union sacrée pour leur parler et les interpeller. Voyez-vous que le premier ticket qui avait été présenté, c'était en fait chacun qui avait pistonné soit quelqu'un de sa province, soit quelqu'un de sa famille, soit son enfant. On s'est retrouvé avec 2 membres venant du Sud Kivu. Oui. Mais au-delà de ça, vous avez même des parents qui ont recommandé leurs enfants. C'est sans scrupule. Voyez-vous, comment avec des individus pareils, on peut construire un État? C'est impossible parce que, comme je le disais au début, ces gens sont égoïstes. Chacun voudrait avoir le plus de postes possibles. Parce que quand on a les postes, on a l'argent. Alors, maître, avec tout ce qui se présente actuellement dans le pays autour de Félix Antoine Tshisekedi, comment voyez-vous ce deuxième mandat? Non, le deuxième mandat ne va pas donner de résultats. Pourquoi? Parce que
ceux qui entourent les présidents de la République sont supposés être des candidats présidents après le président Tshisekedi. Et ils ont intérêt à ce que les choses ne marchent pas pour que le président Tshisekedi n'ait pas de bilan et que l'UDPS n'ait pas la possibilité de présenter un autre candidat pour que la présidence de 2028 aille dans le sens de l'un ou de l'autre d'entre eux. Parce que je ne peux pas comprendre un seul instant les gens qui ont le souci de voir le président de la République réussir son deuxième mandat, faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous venons de passer 5 mois en train de tourner en rond. Et entre-temps, nous avons un pays qui est agressé. Et entre-temps, nous avons un gouvernement qui n'a pas de pouvoir de décision, qui expédie les affaires courantes. Est-ce que Félix Tshisekedi peut se rattraper pour les 4 ans qui restent? Je pense que s'il veut vraiment avoir un mandat où il fait des choses, il doit d'abord se départir de tous ces gens de l'Union sacrée. Se départir en faisant comment? Non, mais il peut nommer à des postes de responsabilité des ministres qui n'ont rien à faire avec la politique. Non, il doit puiser dans la société civile? Est-ce que c'est ça la recommandation? Je pense qu'il y a les universités, il y a les barreaux, il y a des associations. Il y a autant de possibilités où vous avez des Congolais qui peuvent donner un coup de main. Parce qu'en fait, les politiciens tels qu'ils sont là, depuis 1900... La plupart sont là depuis des années. Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à offrir? Non, mais rien du tout. Rien du tout. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui n'ont rien fait, sont venus avec le président Kabila et n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils sont avec le président Tshisekedi, la même chose. Quand M. Kamere venait d'arriver au ministère de l'économie, il avait dit qu'il allait baisser les dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons les résultats. On ne sait même plus, un dollar s'échange à combien? C'est à chacun son prix. Mais il part de là, sans même évaluer s'il a pu faire changer quelque chose. Pour aller prendre les perchoirs de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, nous avons, à un moment donné, ces personnes doivent se remettre elles-mêmes en cause. Ah, vous pensez que cela arrivera? Si ça n'arrive pas, c'est nous les citoyens qui devons leur dire « vous en avez fait assez, maintenant nous voulons de nouvelles personnes ». Et je pense que c'est possible. Parce que je ne comprends pas pourquoi le président Tshisekedi va continuer à travailler avec les mêmes personnes qui ont en fait échoué parce que le pays est par terre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous présenter un seul secteur où on peut dire nous avons des résultats? Lequel? Alors, vous parlez de l'échec des personnes qui ont en fait échoué, mais de l'autre côté, dans le couloir, il y a Sama Lukonde qui va quitter la primature pour le Sénat. Pour faire quoi? Parce que lui, pour faire quoi? Quels sont les résultats du gouvernement de M. Sama? C'est quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi où nous pouvons sentir que 5 ans après les règnes du président Tshisekedi, nous avons au moins un secteur où nous pouvons dire qu'il y a des résultats. C'est où? Aucun ministre n'a été à la hauteur. Non, mais je dis, c'est où? Qu'on me montre. Alors, Maître Jean-Claude, le 17 mai, c'est une date qui était chômée et payée en RDC. Aujourd'hui, il y a de voix qui estiment que cette date ne doit plus être célébrée en République démocratique du Congo. Vous êtes de cet avis? Totalement. Totalement, parce que cette journée, cette date est quand même liée à l'entrée de l'AFDEL. Et que si nous regardons globalement, ce que l'AFDEL a fait dans ce pays ne mérite même pas que ce nom soit cité ou lié à une date quelconque. Je ne mets pas... Mais quelle a été l'intention derrière ceux qui ont institué cette date? Non, en fait, c'est pour parce que pour ceux qui avaient l'agenda de détruire le Congo, cette date reste importante. Parce que vous n'êtes pas sans oublier que l'attaque du Congo par le Rwanda était préparée depuis les États-Unis. Et que l'AFDEL a été l'instrument qui a été utilisé pour atteindre cet objectif de conquérir le Congo. Et donc, pour ceux de ce camp là-bas, la réussite est totale. Parce que le Rwanda est construit en grande partie avec les ressources pillées du Congo.
Vous estimez que c'est une urgence aujourd'hui de statuer sur cette date comme certaines autres dates? Je suis d'avis que célébrer les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est un événement important. Donc on peut trouver une autre date. Une autre date qui n'a rien à faire avec l'histoire de l'AFDL. Le problème, c'est que même si la date a été dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, on n'oubliera pas que cette date est liée à l'histoire de l'AFDL. Donc on peut séparer les deux. Jeter l'AFDL dans la poubelle de l'histoire. Les oubliettes. Exactement, parce que aujourd'hui, ce que nous vivons à l'est du Congo, c'est notamment à cause de l'AFDL. Et donc, on peut trouver pour les forces armées de la République démocratique du Congo une autre date. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Citoyens, pour la défense de la Constitution, nous avons dit que personne ne touche à notre Constitution. La Constitution est sacrée. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous devons tous chercher le bien-être de nos concitoyens. Nous devons chercher que ce pays soit intègre, c'est-à-dire que personne ne vienne violer l'intégrité territoriale de notre pays. Que personne ne vienne ici instaurer la dictature. Que personne ne vienne violer
notre Constitution. La campagne est lancée. Je vous remercie. Face à la presse, le porte-parole des interfédérales de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux s'est montré favorable à la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo afin qu'elle réponde aux réalités actuelles. À notre période ici, il est sans doute un constat amer de tous que cette Constitution renferme beaucoup d'incohérences, beaucoup d'inepties. Les difficultés que nous avons actuellement sur le plan de la mise en place des institutions proviennent de la même Constitution, de la Constitution de 2006 que nous avons héritée et que pour cela, par amour de notre pays, nous avons le devoir de penser, de réfléchir comment adapter cette Constitution. Maître Didier Kondo a cependant rappelé la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à relever le défi. Le président de la République a une ferme volonté de mieux faire. Il est déterminé à mieux faire. Et comment nous le constatons? C'est par sa prise de décision d'initier plusieurs projets. À quel moment le Congolais verra qu'effectivement, cet homme est un don de Dieu. Et par lui, nous allons beaucoup plus gagner, nous allons mieux vivre. C'est lorsque l'étude de faisabilité aura pris fin. Ce membre du parti présidentiel reconnaît tout de même que certains hommes n'ont pas œuvré dans la vision du président de la République. Tout en rappelant que Félix-Antoine Tshisekedi s'inscrit dans la ligne droite du slogan « Le peuple d'abord », le porte-parole des interfédérales de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Maître Didier Kondo, signe et persiste que Félix-Antoine Tshisekedi est le choix de Dieu pour un Congo meilleur. Il est vrai que parmi ceux qui ont collaboré avec le chef de l'État, il y a des mauvais, mais il y a aussi des bons. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Sa bonne foi a été trompée. Il a mis la main sur certaines personnes, effectivement mauvaises. Les Congolais se sont plaints. Vous savez quoi? Il est vrai que l'UDPS a un slogan qui dit que le peuple d'abord. Mais lorsque ce slogan doit être mis en application, il se fait que ce slogan-là tombe dans un terrain qui est miné par des milliards d'épines. Maître Jean-Claude Katende, quelle a été votre réaction lorsque vous aviez appris que la justice congolaise avait convoqué le cardinal Fridolin Ambongo, identifié aujourd'hui par plusieurs observateurs comme un opposant au régime, Félix Tshisekedi? Il est clair d'abord que le cardinal n'est pas un opposant au régime. Avec ce qui se passe sous nos yeux, je pense que tout Congolais qui veut le bonheur de ce pays ne peut que se poser des questions dans quelle direction le président Tshisekedi est en train de conduire le pays. Ce que nous tous nous voulons, c'est que la gouvernance du président Tshisekedi et de son gouvernement ait des conséquences positives sur la vie des Congolais. Mais le porte-parole des interfédérales de l'UDPS vous contredit en disant que Félix Tshisekedi est vraiment le choix de Dieu parce qu'il travaille dans le slogan. J'espère que j'aurais bien voulu un jour que vous l'invitiez, comme ça on va se promener avec lui à Ndjili, à Kimbanseke. Et en ce moment-là, peut-être qu'il y a des gens qui vivent dans un autre Congo que le Congo où nous, les simples citoyens, nous vivons. Je pense que quand vous suivez des émissions sur certaines radios de la ville ici, comment les citoyens se plaignent, vous allez vous rendre effectivement compte qu'il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, manger pour un Quinois, c'est un grand souci. Or, c'est l'élémentaire. Les gens ne doivent pas aujourd'hui se battre pour manger. Les gens doivent se battre pour d'autres causes. Par exemple, améliorer leurs conditions en termes d'accès aux soins de santé. Mais la nourriture doit être quelque chose de garanti aux Congolais, surtout que nous sommes dans un pays
où on n'a pas besoin de l'engrais pour en fait voir des cultures de qualité. Voyez-vous. Maintenant, quand on parle du peuple d'abord, je pense que cet adage est déjà abandonné par ceux-là. Par le parti de feu Étienne Tshisekedi? Exactement, comme j'ai suivi un de mes collègues, Jonas Tchombela, qui disait que maintenant c'est union sacrée d'abord, la famille d'abord et individu d'abord. Donc, dire que les choses ont changé, dire que le pays va dans une bonne direction, je pense que c'est se tromper énormément. Aujourd'hui, il y a un débat autour de la constitution de la RDC. Il faudra réviser un débat qui a commencé avec le voyage du chef de l'État en face des Congolais. Au parti présidentiel, on dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ils sont préoccupés par la situation de l'Est. Martin Fayulu a lancé cette campagne « Ne touche pas à ma constitution ». Je dois dire sincèrement que le professeur André Mbata a dit en 2021 que la constitution actuelle est la meilleure constitution que la République démocratique du Congo ait eue. Et le professeur André Mbata... C'était en marge de la célébration de la journée dédiée à la constitution. Exactement. On se rappelle. Et le professeur Mbata, c'est quand même un constitutionnaliste connu. S'il a dit ça, lui, appréciant la Constitution à ce point-là, et disant même que c'est grâce à cette Constitution que le président Tshisekedi est au pouvoir, et que c'est la meilleure. Que voulez-vous que nous autres ici, qui n'avons pas principalement étudié la Constitution, que nous puissions dire? Je dis tout simplement que notre Constitution organise comment elle doit être révisée. Un, il y a des dispositions qui sont révisables. De deux, il y a des dispositions non révisables. Et lesquelles peuvent être révisables à ce jour? Vous avez... je partirai des dispositions qui ne sont pas révisables. Okay. C'est notamment les mandats du président. 5 ans. Le président est élu au suffrage universel. Et que le mandat, c'est 2 fois. Vous êtes élu une fois, renouvelable. Et c'est 5 ans. Ces dispositions-là, on ne peut pas les toucher. Les dispositions qui concernent les droits humains, ces dispositions-là, on ne peut pas les toucher. Les dispositions qui concernent la forme de l'État, on ne peut pas non plus les toucher. Mais les autres dispositions, on peut les toucher. Pourquoi? Parce que les Congolais ont estimé que il y a eu beaucoup de cas de contestation du pouvoir. Et que si nous voulons stabiliser le pays, il faut d'abord résoudre le problème d'accès au pouvoir et de sa stabilité. C'est pour ça qu'on ne touche pas à ces dispositions. Vous avez dit la disposition qui touche au mandat du président de la République ne peut pas être touchée, mais est-ce qu'avec l'état du pays, nous avons vu avec le premier mandat de Félix Tshisekedi qui arrive, qui a 5 ans seulement, et il doit maîtriser parce qu'il n'y a pas une école où on peut passer le stage pour devenir président de la République. Peut-être qu'on apprend, Félix Tshisekedi l'a dit. Quand j'étais dans l'opposition, je voyais autrement les choses, mais arriver au pouvoir, c'est une autre réalité. Est-ce que 5 ans suffit pour qu'un président puisse relever réellement les défis du pays? C'est une question que la question que je pose, est-ce que les Congolais ont demandé à M. Tshisekedi de tout changer dans 5 ans? Non. Et quand il est venu, il a donné l'impression de vouloir tout changer. Oui, mais c'est là que je dis, le président de la République aurait pu dire, mes chers amis, j'hérite d'un pays par terre. Moi, pour mes 5 ans, je vais m'occuper de ça et de ça et de ça. Et ne pas ouvrir plusieurs chantiers à la fois. Et ne pas ouvrir plusieurs chantiers parce que nous tous, on est conscients qu'un président, pendant 5 ans, il ne peut pas tout résoudre. Mais qui donne quand même des signaux. Ce sont des signaux que nous avons cherchés, mais qu'on ne voit pas. Qui donnent quand même des signaux que le pays va dans la bonne direction. Des signaux. Un de ces signaux. De ces signaux, c'est notamment le travail que l'IGF est en train de faire. Nous voyons quand même
que même s'il y a des problèmes... Mais lui-même, il est en difficulté parce que quand il le fait, la justice ne l'accompagne pas. Et effectivement, mais lui, il fait sa part. Il fait sa part. Sa part, c'est de contrôler et de mettre des rapports à la disposition des institutions politiques et de la justice. Là, nous voyons quand même si nous savons que l'IGF ne contrôle pas l'Assemblée nationale, ne contrôle pas les Sénats, ne contrôle pas le président de la République, mais dans d'autres secteurs, on voit quand même qu'il y a un résultat qui est en train d'apparaître. Les recettes de l'État montent, mais dans d'autres secteurs, il n'y a rien. On n'a jamais dit au président Tshisekedi de changer le Congo en Allemagne dans 5 ans. Mais il l'avait quand même. Il fait ce qu'il pouvait faire. Quelqu'un d'autre viendra continuer sur son travail. N'oubliez pas, madame, qu'il y a des pays où le mandat est de 4 ans. Mais là, les bases sont déjà jetées. Mais il faut que lui jette quelques bases. On n'a pas dit au président Tshisekedi change le Congo. Nous avons par exemple besoin de voir que dans les secteurs de l'électricité, ça s'améliore. Mais il a quand même fait quelque chose selon certaines personnes en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Madame, c'est une bonne chose que le président ait pris cette décision. Que les enfants aillent à l'école, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que nous avons des professeurs de qualité? La qualité. Non, d'abord les professeurs, les enseignants de qualité. Dans la plupart des cas, vous savez que l'école primaire, c'est la base. Oui. Parce qu'on n'apprend pas à parler aux humanités. On n'apprend pas à écrire aux humanités. Quand vous allez dans beaucoup de villages, ce sont les D6 qui donnent des cours à nos enfants. Aujourd'hui, un D6 qui n'a qu'un diplôme d'État, il enseigne les enfants à l'école primaire. Pour les amener où? De deux, vous avez des enseignants qui ont 60 enfants dans une classe. Est-ce qu'il a le temps de suivre chaque enfant? Vous avez aujourd'hui, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour construire des écoles, mais il y a beaucoup de classes qui ne conviennent pas. Ce qu'on aurait pu faire, c'était d'abord de faire une évaluation de la situation. On a besoin de combien de professeurs? Mais vous êtes en train de dire que c'était une décision précipitée pour lier l'acte à la parole, la promesse de campagne? Non, je dis tout simplement que c'était une décision plus politique que technique. On a vu la politique, mais on n'a pas vu la technicité. Maître, vous êtes là pour le bien-être du peuple congolais. Est-ce que vous avez déjà pris du temps pour vous intéresser à la situation des fonctionnaires aujourd'hui qui continuent à percevoir leur salaire, pas au taux du jour, mais au taux, je ne sais pas, de 90, un taux qui est déjà plus que révolu même. Et de l'autre côté, ce fonctionnaire est appelé à payer ses taxes et autre taxe qui revient bien sûr au pays en dollars. Non, je pense qu'il y a un problème dans ce pays. Je pense qu'il y a 2 semaines, l'IGF a fait un travail important sur la fonction publique, où on a vu que il y a eu des révélations à vous faire tomber. Il y a des fonctionnaires qui sont dans plus d'un ministère. Il y a même des fonctionnaires qui sont même dans l'armée, alors qu'il n'a rien à faire avec l'armée. Et que si on y met de l'ordre, on va récupérer beaucoup d'argent qu'on peut redonner aux mêmes fonctionnaires. Vous voyez, c'est que quelque part, les fonctionnaires eux-mêmes sont à la base de la situation que vous décrivez. Mais aussi, n'oubliez pas que le taux là-bas, c'est un taux qui a été négocié. Mais ça fait des années. Oui, mais pourquoi les syndicats de fonctionnaires ne reviennent pas sur la question? Parce qu'en fait, là, l'État est en train de s'enrichir de manière tout à fait sans cause. L'État s'enrichit sans cause. Si on doit payer quelqu'un à un taux, ça doit être le taux de la Banque centrale du Congo. Et ça, ce n'est pas seulement... Mais pourquoi exiger au peuple congolais de payer ses taxes en dollars alors que nous avons le franc congolais? Non, je pense qu'il y a une loi. Il y a une loi qui oblige à ce que les opérations se fassent en franc congolais. Mais quand vous voyez dans certains meetings, manifestations publiques, quand les autorités veulent acheter des histoires auprès des mamas, les autorités elles-mêmes achètent en dollars. Quel exemple?
je pense que nous devons nous battre pour que les choses changent. Mais il faut que nos autorités soient d'abord elles-mêmes des exemples. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Donc, or, un pays sans modèle, c'est un pays perdu. Il faut qu'il y ait dans la RDC est perdu aujourd'hui. Je crois qu'on a perdu les repères. Donc si Lumumba revenait aujourd'hui, si Étienne Tshisekedi revenait aujourd'hui, ne sera pas fier. Ils ne vont pas reconnaître leur pays parce que la première chose d'un pays qui avance, c'est un pays où les gens respectent la loi. Ici, nous manquons la loi et nous manquons même le bon sens. Voyez-vous? Là où vous ne connaissez pas la loi, vous pouvez au moins utiliser votre bon sens. Le bon sens, c'est celui qui vous dit, bon, je vais me garer ici, vous avez votre véhicule, je vais me garer ici. Je ne me satisfais pas seulement de me garer. Le bon sens me demande de me poser la question, est-ce que je gêne les autres qui viendront après moi? Ça, c'est le bon sens. Le bon sens m'interpelle moi-même. Je dis, est-ce que l'acte que je pose va causer des ennuis à les Congolais ont perdu le bon sens. Nous avons perdu le bon sens. Vous avez même des gens qui s'égarent devant votre portail et qui disparaissent. Et ça, c'est pas seulement en matière de conduite des véhicules. C'était juste un exemple. C'était un exemple, mais c'est dans beaucoup de domaines. Et d'ailleurs, quand vous faites, vous, un effort pour respecter la loi, on se moque de vous. On se moque de vous. Alors, madame, messieurs, c'est le dernier dossier. Nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Raisi wa nchi anasikia message yenu. En son nom, nous pouvons dire ceci, que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cette auguste population traumatisée et en deuil, et qui, une fois de plus, pleure ses enfants tués, non par des maladies naturelles, mais par des bombardements venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Mugunga. Nous parlons de cette population déjà fragile et vulnérable, vivant un enfer sur terre, parce qu'elle a fui les villes et villages dans lesquels elle vivait paisiblement depuis des siècles. Et c'est parce que le Rwanda et ses complices trouvent dans les sous-sols de leur résidence habituelle des sources à voler. Et à voler, même s'il faut tuer des êtres humains. D'où cette guerre impitoyable nous imposée par ses voisins qu'est le Rwanda depuis maintenant plus de 3 décennies. Oui, trop c'est trop. Et cela, utilisant tous les moyens pour terroriser, exterminer et humilier les collectifs, enfants, femmes, hommes et vieillards, en procédant au recrutement des supplétifs, des pantins, des marionnettes qui prétendent venir libérer un peuple qui ne cesse de tuer à longueur de journée à travers un génocide dont leurs maîtres ont une grande expérience, voulant ainsi imposer la République démocratique du Congo. Nous sommes massacrés, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, les troupes de la MONUSCO, les autres contingents mis sur place, que l'ennemi occupe
des hautes communes. L'ennemi, d'une façon indiscriminée, il tape sur la population civile, contre toutes les lois internationales. Des mécanismes mis en place après le départ de la MONUSCO, ça concerne les terrains plus au sud. C'est là que nous sommes dans le processus de relève des troupes de MONUSCO. Et il y a des mécanismes que nous mettons conjointement avec la MONUSCO pour la continuité. Au moment où nous parlons, par exemple, nous avons mis un certain nombre de cadres donc, au bénéfice de la MONUSCO pour être formés sur la continuité d'utilisation des camps qui vont être cédés aux FARDC, du moyen matériel qui va être cédé aux FARDC et dans quelle mesure assurer le plus possible la protection des civils. La MONUSCO, Sami Dirossi et les FARDC collaborent dans ce que nous appelons le CCCO, c'est-à-dire le Centre de contrôle et de coordination des opérations. Là, nous sommes tous ensemble, nous planifions ensemble, nous disons des vérités là-bas ensemble et nous appliquons sur le terrain. Donc le deuxième point pour lequel nous nous sommes déplacés avec les forces commandantes, c'est pour nous rendre compte de l'efficacité, de l'effectivité, du prolongement de ces CCO ici à Saké. De la collaboration, c'est des rapports très francs. Nous travaillons donc dans le cadre, si vous voulez, de préparation de nos opérations en toute intelligence. Les FADC étant nos partenaires, et forcément, nous devons travailler en étroite collaboration avec la SAMI pour s'assurer que l'objectif commun sera atteint. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instauré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri. Maître Jean-Claude Katende, Félix Tshisekedi, on l'a vu presque dans tous les fronts diplomatiques, mais aussi sur terrain. Mais jusqu'à ce jour, les Congolais ont l'impression qu'il n'y a pas d'avancée parce qu'on continue à tuer. Le dernier cas, c'est le 3 mai dernier où il y a eu plusieurs Congolais qui sont décédés. Qu'est-ce qui manque à la RDC pour la restauration de sa paix dans la partie Est? Alors, la question, elle est importante et la situation de l'Est doit préoccuper tous les Congolais. Non seulement parce qu'on y tue nos compatriotes, mais aussi parce que notre pays est occupé par une puissance étrangère qui est le Rwanda. À l'époque, moi, j'étais contre l'approche du président de la République pour régler la situation de l'Est en tendant la main à Kagame. Ah, vous étiez contre? Tout à fait contre. Même lorsqu'il a appelé mon frère. Vous n'étiez pas d'accord? Tout à fait contre parce que je me disais que le président de la République ne comprenait pas que l'insécurité au Congo fait la survie du Rwanda. Parce que la paix du Congo, c'est le malheur du Rwanda. Parce que c'est dans l'insécurité où les Rwandais continuent à piller notre pays pour entretenir, n'est-ce pas, la construction du Rwanda. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais depuis lors, je pense que le président de la République a changé de stratégie. Et ce qui est fait, c'est vrai que nous attendons les résultats, surtout que les territoires occupés soient récupérés, et qu'il n'y ait plus de morts. Bunagana maintenant, c'est plus d'une année? Oui, qu'il n'y ait pas de morts à l'est du Congo. Le travail qui est fait sur le plan diplomatique était très important et encore important parce que souvent, nous qui allions à l'étranger, beaucoup nous demandaient, mais pourquoi votre président, si votre pays est occupé, pourquoi on n'entend pas le président Kabila en parler? Pourquoi vous-même, vous ne vous mobilisez pas, on ne voit pas des marches, on ne voit pas... Aujourd'hui, ça a changé quand même. Le langage extérieur a changé. Les gens commencent à s'intéresser à la question et à se poser des questions. Non seulement dans les milieux politiques à l'étranger, mais aussi dans les milieux de la société civile, parce qu'on a senti que le gouvernement, tout le monde au Congo, se met debout contre le Rwanda. Mais ce qui n'a pas changé, c'est en fait... la stratégie sur terrain. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. On a appelé les troupes de l'EAC qui n'ont rien fait. Et à l'époque, j'avais dit que c'était une mauvaise décision parce que
Ces troupes étaient proches du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est allé à la SADC, on ne sent pas aussi les choses changer sur terrain. Félix Tshisekedi en dehors du pays avec Macron et après on tue là-bas, est-ce que non, mais ce qui est grave, c'est qu'après que le président de la République ait parlé avec les présidents français, la France, quelques jours après, a signé la prolongation du soutien militaire de la France au Rwanda. Alors que Félix Tshisekedi était séduit par le discours de Emmanuel Macron. Mais les Français, ils sont un peu comme nous les Congolais. On parle trop. Mais dans le concret, le président Macron a démontré qu'il est encore plus proche du Rwanda parce que ce soutien, c'est à une armée qui pille dans un pays étranger, qui agresse un pays étranger, qui pille ce pays-là, qui viole les femmes de ce pays-là. Et le pays des droits de l'homme par excellence apporte quand même son soutien à ce pays-là. N'est-ce pas un message pour vous dire que... C'est un message pour nous dire que dans les discours, on est proche de vous, mais dans le concret, on est proche du Rwanda. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC n'a pas encore fait? Ce que nous n'avons pas encore fait, c'est de mobiliser les Congolais autour de la question de l'Est. Et comment Félix Tshisekedi a essayé de les faire, mais on a l'impression... Beaucoup de Congolais disent, mais comment allons-nous nous mobiliser contre ce qui se passe à l'Est au moment où ceux qui sont au pouvoir corrompent, pillent le pays, détournent l'argent de l'État? À Kinshasa, on s'est réjoui en volant l'argent de l'État. Et ceux qui volent ne sont pas poursuivis. Pourquoi nous allons nous mobiliser pour protéger en quelque sorte ces gens-là? Ce sont des questions que les gens se posent. Donc, on ne peut pas vaincre dans la guerre de l'Est sans la mobilisation des Congolais, sans la mobilisation des politiciens congolais, sans la mobilisation des confessions religieuses. Il faut qu'on sente qu'il y a une unité, l'union des Congolais autour de ce projet. Ça, on ne l'a pas encore fait. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Parce que moralement, les gens doivent comprendre que nous menons la guerre, non pas pour protéger un régime, mais pour protéger un pays. Et ça, c'est important. Alors, Tonton, vous avez parlé, maître, de cette mobilisation. De l'autre côté, nous avons la MONUSCO qui est en train de plier déjà bagages. Et certaines personnes s'inquiètent pour demander, pour dire que c'est eu un départ précipité. Vous êtes de cet avis? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Expliquez-vous. Oui, parce que la MONUSCO a déjà fait plus de 20 ans au Congo. Sans résultat. Sans mettre fin à la situation de l'Est. Si la MONUSCO part les minimums de sécurité qu'il y a à l'Est, dans certains coins, va s'ébranler. Mais en même temps, le départ de la MONUSCO va nous mettre devant notre responsabilité de dire nous devons faire quelque chose pour que notre armée soit capable de protéger notre pays. Alors, c'est ça. C'est pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas... Est-ce que vous pensez que l'armée congolaise n'est pas encore en mesure? Non, l'armée est en voie d'être réformée. Et je pense qu'il est important que deux choses soient extirpées de notre armée, la corruption et l'infiltration de l'armée. Ce n'est pas un travail qu'on fait en un seul jour. Et je peux vous dire qu'à l'Est, il y a énormément de richesses, en sorte que tous les militaires qui sont envoyés là-bas sont tentés de s'impliquer dans l'exploitation illégale des minéraux qu'à faire la guerre. Parce qu'ils ne sont pas bien traités? Non, ou parce mais qu'ils ne sont pas mis dans les opportunités de s'enrichir sont énormes à l'Est du Congo. Il faut avoir des militaires qui aiment, des vrais compatriotes, qui puissent se dire c'est notre richesse, il faut d'abord la protéger. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de généraux, quand ils sont allés là-bas, sont entrés dans la danse. Parce que ce qui s'est fait là-bas ne pouvait pas se faire
sans la complicité de certains de nos généraux. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que même pendant ce deuxième mandat, déjà 4 ans et quelques mois qui restent pour Félix Tshisekedi, ça sera difficile pour lui de restaurer? Ça va être difficile, mais il faut qu'il s'entoure des bonnes personnes, tant du côté civil que du côté de l'armée. Alors, Maître Jean-Claude Katéné, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. La RDC a beaucoup de richesses, vous en avez parlé, beaucoup de minéraux, mais est-ce qu'elle tire profit de ces richesses? Oui et non. Oui, parce qu'il y a quand même des entreprises qui payent les taxes. Oui, parce qu'une grande partie du budget du Congo est soutenue par l'exploitation minière. Mais la question qu'il faut se poser, cet argent, les peu là qui entrent dans la caisse de l'État, va où? Est-ce que c'est au profit des Congolais? Je dis non. Il y a aujourd'hui des gens qui étaient avec nous sans argent dans les poches il y a 5 ans. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont devenus propriétaires de grandes concessions, des maisons, de plusieurs concessions. Mais à un moment donné, on doit se poser la question, on dit, mais messieurs, il y a 4 ans, tu n'avais rien. Dans 4 ans, tu as autant de richesses. C'est arrivé comment? Dans un pays normal, on se poserait ce genre de questions. Vous ne pouvez pas débarquer aux États-Unis là-bas, 3 ans après, vous n'êtes pas un homme d'affaires, vous êtes un politicien, et puis on vous voit avec un charroi automobile énorme, avec des concessions par-ci, par-là. Et ici, au Congo, ils sont nombreux. Et ils sont nombreux, et au lieu qu'ils soient honteux, ils sont fiers, et les gens et les gens qui sont autour d'eux sont fiers. C'est une situation anormale. Il faut que les gens apprennent à s'enrichir par le travail. Pas par les trafics d'influence, pas par les vols, pas par les détournements. Dès jours où nous allons quitter l'enrichissement par les vols, par les trafics d'influence, par la corruption, nous aurons franchi un grand pas. Et pour ça, il faut que nos autorités puissent mettre de l'ordre. On ne sent pas qu'il y a de l'ordre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'APLC qui lutte contre la corruption. Mais vous allez vous rappeler qu'un des coordonnateurs de l'APLC était mis en cause. Au lieu qu'on l'arrête, qu'on les juge, on a facilité sa fuite à l'étranger. Alors, si déjà une agence qui est censée, n'est-ce pas, faire la lutte contre la corruption a des dirigeants corrompus, c'est compliqué. La chose devient difficile. Mais je souligne que le Congo est une terre d'avenir. Il faut que nos dirigeants et nous-mêmes, nous puissions prendre en compte le fait que l'avenir du monde dépendra en partie de ce qui va se passer ici au Congo. Alors, est-ce que les multiples voyages du président de la République vous inquiètent, comme certains Congolais? Énormément. Ah. Énormément, parce que d'abord, quand vous regardez la délégation qui accompagne le président de la République, vous avez des gens qui n'ont rien à faire avec le voyage. Mais qui sont quand même là. Qui sont quand même là. Et ces personnes sont prises en charge par les budgets, par les trésors publics. Alors que le pays a besoin d'argent. Donc, il y a déjà un problème là-bas, avec ces voyages. Il y a déjà un problème. Pourquoi le président de la République ne peut pas se promener avec une vingtaine de personnes? Pourquoi? Et il y a des personnes, leur problème, c'est de partir pour visiter les pays. Quand un président de la République voyage avec une personne, cette personne doit avoir un travail à faire en rapport avec ce que le président est à faire. Pas des touristes. Pas des touristes. Or, vous allez voir que dans la délégation du président, il y a des personnes qui n'ont rien à faire avec ce que le président va faire. On peut avoir des hommes politiques, on peut avoir quelques journalistes en fonction de ce que le président va faire. On peut avoir, si c'est pour des questions qui touchent à l'armée, des spécialistes de l'armée. Mais pas des personnes qui n'ont rien à faire avec tout ça, qui sont là pour accompagner les présidents et sont prises en charge
par l'État. Si ce sont des personnes qui se disent « nous partons, nous nous prenons en charge », il n'y a pas de problème. Alors, à un certain moment, on a parlé de ce contrat d'Anne Gettler avec la RDC, Maître Jean-Claude Katende. Les contrats chinois? Les contrats avec Dan Gettler, oui. Oui, avec les minéraux. Il y a le Congo n'est pas à vendre, qui a encore sonné et qui a encore tiré l'attention du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord de ce contrat qui a été renégocié avec le gouvernement congolais? Il est important de savoir qu'il y a eu quelques titres miniers et pétroliers qui étaient détenus par M. Dan Gettler, qui ont été restitués à la République démocratique du Congo, et moyennant une somme d'argent en plus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ces titres sont devenus. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir l'argent qui avait été donné est devenu. C'est ça en fait ça le problème. Souvent, nous mettons en cause les investisseurs qui viennent dans nos pays, mais les investisseurs se comportent proportionnellement au comportement de nos autorités. Est-ce que vous savez que dans ce dossier-là, M. Dan Gettler était poursuivi pour corruption aux États-Unis? Aux États-Unis. Mais il n'a jamais été... Il n'est pas poursuivi au Congo. Mais pourquoi l'État congolais ne pouvait pas dire, sur base des informations reçues des États-Unis, qu'on traque le même opérateur minier ici? C'est en fait ça le problème. Nous avons une gouvernance qui favorise en fait des investisseurs corrompus. Alors, Maître Jean-Claude Katende, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7, mais quand même, vous pouvez placer un mot sur le processus des blocs pétroliers. Oui. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la communauté internationale. Ok, allez-y. Qui estime que la République démocratique du Congo n'a pas le droit de donner des blocs pétroliers dans certains milieux. Et vous allez voir que la même position de la communauté internationale n'est pas celle qu'elle prend vis-à-vis, par exemple, de l'Ouganda. Une fois de plus... On voulait dire qu'elle se permet un peu de tout en RDC? Exactement, mais c'est par rapport à l'attitude de nos autorités. Et c'est là que je voudrais dire que les blocs qui ont été octroyés, même s'ils ont posé des problèmes, nous pensons quand même qu'on devait laisser, au nom de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le Congo faire les choses en regard de ses ambitions, mais aussi en regardant la loi, notamment la loi cadre sur la protection de l'environnement. L'attitude de nos autorités permet à ce que n'importe qui se mixe dans la situation du Congo. Ils viennent faire tout ce qu'ils veulent. C'est qu'ils ne sont même pas capables de faire au Rwanda, ici à côté. Voyez-vous? Si la situation, par exemple, de droits de l'homme au Rwanda était ici au Congo, je pense que c'est n'importe quel ambassadeur qui se mettrait debout pour dire ceci, pour dire cela. Mais pourquoi il ne peut pas le faire au Rwanda? Donc, j'insiste pour dire qu'en ce qui concerne les blocs pétroliers, l'immixtion de la communauté internationale m'inquiète personnellement, et en même temps, il faut que notre gouvernement fasse des choses dans l'intérêt des Congolais, c'est-à-dire octroyer des blocs pétroliers là où on est à mesure de protéger l'environnement et de faire une exploitation qui profite aux communautés. Alors, vous avez encore une minute pour vous adresser quand même à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre dans Info 7. Merci, madame. Ce que je voudrais dire aux Congolaises et Congolais est que nous avons les meilleurs pays du monde. Je sais que beaucoup n'y croient pas, mais moi, je crois énormément dans ce pays. Et ce qui est étonnant, c'est que les étrangers savent que ce pays est un pays où l'avenir du monde va se jouer. Il est question pour nous d'aller au-delà des penchants que nous avons toujours eus, des penchants qui vont vers les tribalismes, qui vont vers les séparatismes,
vers la corruption, vers les détournements, vers les mépris pour nos institutions, pour d'abord nous considérer tous comme Congolais et nous mettre ensemble pour lutter contre les défis qui guettent notre pays. Sachez que tout ce qu'on cherche dans le monde, on le trouve au Congo. Et que la guerre du Rwanda ne sera pas la dernière guerre contre notre pays. Nous devons prendre conscience. C'est pour ça que les écoles doivent enseigner ces choses à nos enfants, pour qu'ils comprennent que nous avons un pays stratégique, un pays qu'il faut aimer, un pays qu'il faut vraiment protéger. Et nos autorités doivent faire en sorte qu'on favorise les jeunes les plus compétitifs pour qu'ils aillent à l'étranger étudier dans les grandes universités avec cette condition de rentrer travailler au pays. Parce que les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, nous avons l'impression que tout le monde se désintéresse du Congo et ça, c'est vraiment un danger. Alors, tout ce qu'on cherche dans le monde se trouve en République démocratique du Congo. Maître Jean-Claude Katende, je rappelle que vous êtes président de l'Association africaine de droits de l'homme Azado. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame, c'était avec plaisir. Alors madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Je rappelle que Info 7 est un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Eh bien, c'est l'heure, c'est complètement fini. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de nous écrire et de nous appeler. La porte d'Info 7 reste toujours grandement ouverte. Et surtout, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos réactions. Et merci à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision. Restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Au revoir.